Hugo Beaumont, 53 ans, journaliste d'investigation parisien, contemplait son bureau rempli de 30 ans d'enquête. Le prix Albert Londres sur son étagère témoignait d'une carrière dédiée à la vérité. Mais dernièrement, cette vérité était devenue insaisissable dans sa propre maison. « Papa, tu vas adorer », dit Mathieu, son fils de 28 ans, descendant de l'échelle. Il venait d'installer des caméras miniatures dans chaque pièce. Détection de mouvement, vision nocturne, connectée à nos téléphones. Hugo croisa les bras. 4 ans sans caméra, Matt. Pourquoi maintenant ? Ton reportage sur les Castellanos. Vittorio a juré vengeance depuis le tribunal. 6 mois plus tôt, Hugo avait publié une enquête dévastatrice sur le syndicat criminel. Vittorio est en prison. Ses fils sont dispersés. Vraiment ? Mathieu fixa la dernière caméra. Fais-le pour moi, pour Léa. Hugo soupira. D'accord, mais je refuse de devenir paranoïaque. Tu es retraité du journal, papa, jamais de la curiosité. Vrai. Hugo travaillait sur un livre, l'histoire complète du crime organisé parisien. Son bureau débordait de dossiers explosifs accumulés pendant des décennies. Comment Mélanie prend-elle ça ? Demanda Mathieu en rangeant ses outils. La question portait des couches d'inquiétude. Mélanie Garnier-Beaumont, 38 ans, épouse depuis 18 mois, ancienne attachée de presse du journal. Mathieu ne l'avait jamais appréciée. Elle travaille tard. Tu connais les relations publiques. Cette nuit-là, Mélanie rentra à minuit. Hugo révisait son manuscrit au lit. Elle entra silencieusement, parfaite en peignoir de soie, et étrangement distante. Mathieu est parti ? Oui. Son système de sécurité est installé. Une émotion fugace traversa son visage. Ça semble excessif. Peut-être qu'il est temps d'oublier ces vieilles histoires de mafia et de profiter de ta retraite. Ce n'était pas la première fois qu'elle suggérait d'abandonner le livre. La sonnerie trancha le sommeil d'Hugo. 3h14 du matin. Côté de Mélanie vide, Mathieu à l'écran. « Sors de la maison maintenant !» La voix de son fils, pure panique. « Papa, cours !» Les instincts de journaliste prirent le dessus. Hugo attrapa clé, portefeuille, téléphone. « Qu'est-ce qui se passe ? Pas le temps, va-t'en !» Hugo dévala les escaliers, cœur battant. Il se précipita dehors dans la nuit glacée, pieds nus, en pyjama. Sa Peugeot dans l'allée. « Je suis dans la voiture. Parle-moi. » Café Tourville, boulevard Saint-Germain. Celui de tes enquêtes nocturnes. J'arrive. Quelqu'un dans la maison ? Police ? Pas de police. Fais-moi confiance. 20 minutes interminables. Le café. Oasis fluorescente. La Honda de Mathieu déjà garée. À l'intérieur, Mathieu était livide, ordinateur ouvert, larmes aux yeux. Il serra Hugo dans ses bras. « Assieds-toi, tu dois voir ça !» L'écran montrait les flux des caméras. 2h34. Cuisine. 2 silhouettes en conversation intense. Mélanie en peignoir de soie et un inconnu. Mathieu lança l'audio. « Demain soir, alors ? Tu es sûr qu'il le boira ? Il prend toujours le whisky que je verse. » La voix de Mélanie, glaciale. Ensuite, quelques heures. Les médecins diront crise cardiaque, naturelle pour son âge, ses antécédents familiaux. Le sang d'Hugo se glaça. Son père, mort d'infarctus à 57 ans. L'homme s'approcha. Vision nocturne révélant son visage. Très anguleux, cicatrice. Damien Roche. Exécuteur Castellano, 8 meurtres présumés. Et les dossiers ? Vittorio veut tout ce que Beaumont a sur la famille. Tout est dans son coffre. J'ai la combinaison. Une fois mort, j'aurai le temps. Vittorio te paie bien. 1,5 million plus l'assurance. Mélanie sourit. Rien à voir avec leur mariage. Je l'ai mérité. 18 mois à prétendre aimer ce moralisateur. Ses croisades, ses histoires. Rire amer. Il n'a rien soupçonné. Roche l'embrassa brutalement. Elle répondit, main dans ses cheveux. Mathieu arrêta la vidéo. Hugo suffoquait. Fluorescence aveuglante. Odeur de café nauséabonde. Sa femme complotant son assassinat. « Il y a plus ?» murmura Mathieu. « Des heures. Rencontres avec Roche. Appel à Castellano. Elle te surveille, copie tes dossiers. Planifie depuis des mois. Depuis quand sais-tu ? 6 semaines. Tu oubliais nos conversations. Confus, fatigué, j'ai pensé démence précoce, puis empoisonnement à faible dose.
J'ai installé les caméras pour vérifier. Tu aurais pu me dire. Tu l'aimais, papa. Il me fallait des preuves. Hugo fixait Mélanie dans les bras de Roche. Trahison profonde comme une plaie. Mais sous la douleur, l'instinct de chasseur s'éveillait. 30 ans à coincer les méchants. Quel est le plan? Mathieu cligna. Plan? On appelle la police? Non, pas encore. Elle essaye de te tuer? Et elle pense réussir. Cause naturelle. Crise cardiaque, pas d'autopsie, veuve éplorée. Hugo se pencha. Mais si on joue bien, on les détruit tous. Flagrant délit. Preuve irréfutable. C'est ta vie, pas une enquête. Exactement, et je refuse qu'ils écrivent la fin. 6 heures du matin. Hugo rentra, chaussures et veste achetées en pharmacie 24 heures. Mélanie dans la cuisine, café prêt. Inquiétude peinte sur son visage. Où étais-tu? Insomnie. J'ai cru voir quelqu'un surveiller vers 3 heures. Probablement paranoïa. J'ai fait le tour. Soulagement expert. Tu aurais dû me réveiller? Pas voulu t'inquiéter. Il accepta le café, combattant le dégoût. Juste les nerfs. Elle sourit. Calcul derrière. Tu es en sécurité. C'est l'essentiel. Journée de normalité jouée, manuscrit, déjeuner, projet, esprit traversant les stratégies. Soir venu, Mélanie versa son Macallan 18. Rituel après dîner. Hugo fit tourner le verre, le porta aux lèvres. Longue gorgée sous son regard. Parfait. Merci ma chérie. Son sourire radieux. 30 minutes plus tard, whisky dans l'évier des toilettes. Caméra de Mathieu captant tout. Mélanie ajoutant des gouttes dans la bouteille. Appel à Roche. Confiance croissante. 7e jour. Hugo joua son coup. J'ai trop travaillé. Tu avais raison. Je mets les dossiers à la banque demain. Hors de la maison. Mensonge. Vrai dossier chez l'avocat. Ensemble préparé. Faux dossier avec traceur, caméra cachée, preuve fabriquée pour terrifier Castellano. C'est sage, dit Mélanie prudemment. Demain après-midi. Ensuite, dîner. Célébrer vraiment. J'adorerais. Baiser qu'Hugo endura. Nuit. Mathieu appela. Je surveille le téléphone de Roche. Il est pressé par Castellano. Ils savent pour ton plan banque. Parfait. Mélanie leur a dit. Ils bougeront demain. Exactement. Satisfaction froide. Faux voyage. Mallette de faux dossiers. Pas la banque. Garde-meuble sous société écran. Ils me suivront. Me verront ranger l'unité 247. Ils penseront savoir. Ensuite, flagrant délit. Matin. Hugo remplit la mallette. Mélanie observait. Tu es sûr de ne pas vouloir que je vienne? Les banques ennuient. Quelques heures. Peugeot, vers le centre. Détour. Rétroviseur. SUV noir, 3 voitures derrière. Roche. Garde-meuble zone industrielle. Hugo se gara. SUV stoppé à distance. Vérification nerveuse, entrée. Unité 247, 2e étage. Caméra de Mathieu installée. Dossier empilé, boîte verrouillée, tout faux, tout à pas. Attente, téléphone. Leur donner le temps de voir. Verrouillage. Départ. Après-midi. Téléphone. Numéro masqué. Monsieur Beaumont. Voix râpeuse. Vittorio Castellano. Problème de santé? Dommage, cette condition cardiaque. Comment avez-vous ce numéro? J'obtiens tout, même en prison. Votre femme vous salue. Charmante Mélanie. Coopérative. Hugo contint la rage. Que voulez-vous? Vous mort, et chaque dossier sur ma famille. Jamais. Je sais déjà. Unité 247, avenue industrielle sud. Crise cardiaque imminente. Très naturel. Mélanie me donnera les dossiers après. Vous me menacez pour un livre? Je promets de vous tuer. Le livre est juste pourquoi. Ligne coupée. Enregistreur capturant tout. Castellano confessant depuis prison fédérale. Hugo voulait plus. Tous. Soir. Mélanie informée. Inquiétude oscarisée. Police? Pour dire quoi? Hugo épuisé. Peut-être lui donner ce qu'il veut, détruire les dossiers, oublier le livre. Espoir dans ses yeux. Vraiment? Fatigué de me battre. Temps de laisser le passé. Étreinte. Bon choix. Tout ira bien. Nuit. Mathieu en vidéo, révisant. Caméra unité en direct. Caméra circulation aussi.
Tout documenté quand ils bougeront. La DGSI, agent Leclerc briefé. Équipe prête au signal. Tu es sûr d'être là? Trop public pour me tuer. Ils veulent les dossiers. Sourire glacé. Demain. Ça se termine. Le lendemain se déroula comme le calme avant la tempête. Hugo passa la matinée à la maison, travaillant sur son faux manuscrit. Il fallait que Mélanie croie qu'il était vraiment effrayé, prête à se rendre. Vers midi, Mélanie sortit. La surveillance de Mathieu la montra rencontrant Damien Roche dans un parking abandonné. « Il abandonne », dit Mélanie. « Il m'a dit hier soir qu'il allait tout détruire. On doit bouger maintenant, récupérer ses dossiers avant qu'il ne le fasse vraiment. » Roche alluma une cigarette. « Vittorio veut être sûr. Le vieux est intelligent. Ça pourrait être un piège. » « Ce n'est pas un piège. Il est brisé. Tu l'as brisé. » La voix de Mélanie portait de la satisfaction. « Ce soir, pendant qu'il dort, je lui glisserai assez de sédatifs pour le garder inconscient pendant des heures. Tu vas au garde-meuble, tu récupères tout. Au matin, on le termine. Crise cardiaque, tragique, inattendue. Je serai veuve avec un demi-million et personne ne saura jamais. » Mathieu envoya l'enregistrement à Hugo en quelques minutes. « Ils y vont ce soir? Tu es sûr de vouloir faire ça? » « Mette tout en place, » répondit Hugo. « Leclerc et son équipe doivent être en position à 22h ans. Je serai au garde-meuble à 23h ans. Ça se termine ce soir. » Hugo passa l'après-midi à rassembler ce dont il avait besoin. Un dispositif d'enregistrement si petit qu'il tenait dans le bouton de sa chemise. Son permis de port d'armes était à jour, son Glock 19 nettoyé et chargé. Au dîner, Mélanie fut chaleureuse, attentive, parfaite. Elle versa son whisky. Il fit semblant de le boire. Quand elle offrit un somnifère, pour t'aider avec ton stress, il le cacha et le jeta plus tard. À 21h30, il fit semblant d'aller se coucher. Mélanie attendit jusqu'à 22h. Puis il l'entendit au téléphone. « Il est sorti, récupère les dossiers. J'attendrai ton appel. » Hugo attendit dans l'obscurité jusqu'à 22h30, puis se glissa par la porte du sous-sol. Sa voiture était garée à 2 rues de là. Il conduisit à travers la froide nuit de novembre, vers le garde-meuble, vers le dénouement. L'agent Leclerc et son équipe étaient déjà en position. Hugo les rencontra dans les ombres. « Vous êtes sûr qu'ils viennent ?» demanda Leclerc. 50 ans, grisonnant aux tempes, l'œil vif. « Ils viennent. Roche veut ses dossiers pour Castellano. Il sera là à minuit. Et vous devez être à l'intérieur parce qu'ils doivent me dire eux-mêmes ce qu'ils font et pourquoi. J'ai besoin de leurs aveux enregistrés. » Leclerc n'avait pas l'air heureux, mais il hocha la tête. « Vous avez 20 minutes à l'intérieur avant que mon équipe ne bouge. Le moindre signe de violence, on entre. » Compris? Hugo entra dans le garde-meuble à 23h45. Les lumières fluorescentes bourdonnaient. L'unité 247 était verrouillée comme il l'avait laissée. Il l'ouvrit, entra et attendit dans le coin. À 23h58, il entendit des pas dans le couloir. Damien Roche entra en premier, pied de biche à la main. Derrière lui venaient 2 autres hommes que Hugo reconnut de ses dossiers. Karl Dubois et Saul Martin, tous 2 exécuteurs Castellano. Mais c'était la 4e personne qui glaça le sang d'Hugo. Antoine Mercier, son éditeur au journal. L'homme en qui il avait eu confiance pendant 15 ans. « Faites vite !» dit Mercier, sa voix nerveuse. « Beaumont ne sait rien !» interrompit Roche. « Il est drogué dans son lit maintenant ?» Il força la serrure et ils entrèrent dans l'unité. Le dispositif d'enregistrement d'Hugo captura tout. « Tous les dossiers sont là », dit Dubois, fouillant les dossiers. « Bon sang, il a de la documentation remontant à 30 ans. »« Prenez tout », ordonna Roche. « Castellano veut tout brûler. »« Et Beaumont ?» demanda Martin. « Mort au matin. » Mélanie s'en occupe. La petite épouse l'empoisonne depuis des semaines. Ce soir, c'est la dose finale. Roche sourit. « Et le meilleur ? Personne ne saura jamais. Crise cardiaque, cause naturelle. »« Et le fils ?» demanda Mercier. Mathieu est suspicieux. Mathieu trouvera son père mort et sa belle-mère en deuil. Rien à suspecter. Roche sortit son téléphone. « J'envoie un texto à Mélanie pour lui dire qu'on a les dossiers, qu'elle termine le travail. » C'est alors qu'Hugo sortit des ombres. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous. » Les 4 hommes pivotèrent. La main de Roche alla à sa ceinture.
Dubois et Martin tendirent la main vers leurs armes. Mais Hugo tenait déjà son Glock, stable, pointé vers le centre de masse de roche. Personne ne bouge. La DGSI encercle ce bâtiment en ce moment, écoutant chaque mot que vous avez dit. « Vous bluffez !» cracha Roche. « Vraiment ?» Hugo sourit froidement. « Agent Leclerc, voudriez-vous confirmer ?» La porte de l'unité éclata. Des agents en tenue tactique inondèrent l'intérieur, armes tirées, criant des ordres. Roche et ses hommes furent au sol en quelques secondes, menottés. L'agent Leclerc s'approcha d'Hugo, lui serra la main. « Sacrée performance, Beaumont. Et Mélanie ? Une équipe la récupère en ce moment. On a des mandats pour elle, Roche, Castellano. Conspiration pour meurtre, racket, tout. » Il regarda Mercier avec dégoût. « Depuis combien de temps êtes-vous sur la liste de paix de Castellano ?» Mercier ne dit rien, son visage gris. Hugo sentit l'adrénaline enfin s'effondrer. « C'est fini. »« Pas tout à fait, » dit Leclerc. « On a toujours besoin de votre témoignage. Mais ouais, l'événement principal est terminé. Vous les avez eus, Hugo. Vous les avez tous eus. » Les arrestations firent la une nationale. Un journaliste expose un complot de meurtre contre lui-même, titrait Le Monde. En quelques heures, l'histoire s'était répandue. Mais Hugo n'était pas intéressé par la publicité. Il était dans l'appartement de Mathieu, regardant l'audience de détention provisoire de Mélanie à la télévision. Elle semblait différente en combinaison orange. Plus petite, vaincue. Son avocat argumentait pour une libération sous caution. Le procureur contre-argumenta. Madame Garnier est accusée de conspiration pour meurtre, tentative de meurtre et racket. Nous avons des preuves vidéo et audio d'elle empoisonnant son mari à plusieurs reprises, planifiant sa mort avec des figures connues du crime organisé. Elle est absolument un risque de fuite. La caution fut refusée. Hugo éteignit la télé. Mathieu était assis à côté de lui. Léa en appel vidéo depuis Lyon. « Comment vas-tu vraiment, papa ?» demanda Léa. « Honnêtement, je ne sais pas encore. » Hugo se frotta le visage. « Je continue de penser à tous les signes que j'ai manqués. »« Elle était une arnaqueuse professionnelle, papa, » dit fermement Mathieu. « Tu n'es pas le premier à être dupé. Mais j'ai bâti une carrière sur la lecture des gens. »« Dans les histoires, » intervint Léa. « Mais c'était ta vie. Tu voulais croire que quelqu'un pouvait t'aimer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est être humain. » Au cours de la semaine suivante, le dossier contre Mélanie, Roche et les autres se solidifia en quelque chose d'incassable. Les caméras avaient tout capturé. Les appels téléphoniques de Vittorio Castellano, depuis la prison, ajoutèrent des charges fédérales. Antoine Mercier avait alimenté les Castellano en informations pendant plus d'1 an. Sa trahison faisait presque aussi mal que celle de Mélanie. « Pourquoi ?» demanda Hugo lors d'une rencontre privée. Mercier sembla plus petit que dans les souvenirs d'Hugo. « Ils m'ont approché il y a 5 ans. On dit qu'ils tueraient ma fille si je ne coopérais pas. »« Tu aurais pu me le dire, je t'aurais aidé. »« Tu n'aides pas, Hugo. Tu enquêtes, tu exposes, tu transformes tout en histoire. » La voix de Mercier était amère. Je ne pouvais pas prendre le risque. Il y a toujours un moyen de sortir. Il faut juste avoir le courage de le prendre. Mercier rit, creux. Dit l'homme qui n'a jamais eu peur. J'ai été terrifié. J'étais terrifié la nuit où Mathieu a appelé. J'étais terrifié chaque moment où j'ai fait semblant de toujours faire confiance à Mélanie. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré elle. 3 mois après les arrestations, Hugo s'assit au tribunal fédéral, se préparant à témoigner. Le procès de Mélanie était en premier. Elle était assise à la table de la défense en robe bleue modeste, les cheveux tirés en arrière. Son avocat avait essayé de la peindre comme une victime elle-même, contrainte par Roche, manipulée par Castellano. Mais le parquet avait les enregistrements, les images vidéo, les preuves de comptes bancaires au Caïman. Quand Hugo prit la barre, leurs regards se croisèrent. Il y vit de la haine, de la peur et la mort de tout masque qu'elle avait porté. « Monsieur Beaumont, » commença le procureur, « pouvez-vous dire au jury comment vous avez rencontré l'accusé ?» Hugo raconta leur rencontre, la cour, le mariage. Comment elle avait semblé parfaite, compréhensive. Comment il n'avait jamais soupçonné que chaque gentillesse était un calcul. Quand avez-vous pris conscience que Madame Garnier tentait de vous tuer ?
quand mon fils m'a appelé à 3h14 du matin le 10 novembre, me disant de fuir ma propre maison. Le procureur joua l'enregistrement audio. La voix paniquée de Mathieu, la confusion d'Hugo. Plusieurs jurés bougèrent, mal à l'aise. Hugo les guida à travers tout. Les images de surveillance de Mélanie et Roche dans sa cuisine. Le plan de l'empoisonné. La conspiration avec la famille Castellano. Il ne montra aucune émotion, juste des faits, des dates, des preuves. « Monsieur Beaumont, pourquoi n'êtes-vous pas allé immédiatement à la police ? » « Parce que je voulais tous les attraper. Pas seulement ma femme, mais Damien Roche, l'organisation Castellano, tous ceux impliqués dans la conspiration. » Il regarda le jury. « J'ai été journaliste d'investigation pendant 30 ans. Je sais comment les criminels échappent aux vices de procédure. Je n'allais pas laisser ça arriver ici. » L'avocat de Mélanie le contre-interrogea, essayant de percer des trous, suggérant qu'il avait fabriqué des preuves, que ses méthodes journalistiques avaient été contraires à l'éthique. Mais chaque question avait une réponse. Chaque accusation avait un enregistrement pour la réfuter. « N'est-il pas vrai que vous avez monté un piège élaboré ? J'ai donné à votre cliente toutes les occasions de ne pas commettre de crime. Elle a choisi de m'empoisonner, choisi de conspirer avec des criminels. Tout ce que j'ai fait, c'est documenter ses choix. » Le jury délibéra 4 heures. Coupable sur tous les chefs. Mélanie Garnier-Beaumont fut condamnée à 25 ans de prison fédérale. Pas de possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Quand le verdict fut lu, elle s'effondra en sanglots. Hugo ne ressentit rien d'autre que du soulagement. Le procès de Damien Roche fut plus court mais plus dramatique. Les enregistrements du garde-meuble, combinés avec ses arrestations antérieures, peignaient l'image d'un criminel de carrière enfin pris. « Vous m'avez piégé !» cracha Roche à Hugo pendant une pause, son avocat essayant de le retenir. « Vous pensez être si intelligent en jouant au détective ? »« Je suis un journaliste qui est toujours en vie, » répondit calmement Hugo. « Vous êtes celui qui va en prison. » Le procès de Roche inclut le témoignage de l'agent Leclerc sur l'enquête de la DGSI dans la famille Castellano. Les faux dossiers du garde-meuble furent présentés comme preuve, non de leur contenu, mais de l'intention de Roche de les voler. Roche fut condamné pour conspiration pour meurtre, racket, vol et 12 autres chefs liés à son travail pour les Castellano. 40 ans à perpétuité. Karl Dubois et Saul Martin acceptèrent des accords de plaidoyer. 20 ans chacun en échange de témoignages contre l'organisation. Antoine Mercier fut le plus dur à regarder. Ils avaient travaillé ensemble pendant 15 ans. Mercier avait été au premier mariage d'Hugo, avait tenu Léa bébé. « Pourquoi ?» demanda Hugo lors d'une rencontre privée avant la sentence. Mercier sembla plus petit. « Ils m'ont approché il y a 5 ans. On dit qu'ils tueraient ma fille si je ne coopérais pas. Tu aurais pu me le dire. Tu n'aides pas, Hugo. Tu enquêtes, tu exposes. » La voix de Mercier était amère. Je ne pouvais pas prendre le risque. Alors je suis devenu leur informateur. Et quand ils t'ont voulu mort, j'étais déjà trop profond. Il y a toujours un moyen de sortir. Il faut juste avoir le courage. Mercier rit creux, dit l'homme qui n'a jamais eu peur. J'ai été terrifié. J'étais terrifié la nuit où Mathieu a appelé. J'étais terrifié chaque moment où j'ai prétendu faire confiance à Mélanie. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré elle. Mercier fut condamné à 15 ans pour racket et obstruction à la justice. Sa carrière légendaire au journal était terminée. 6 mois après les arrestations, Hugo s'assit dans son nouvel appartement surplombant la Seine. Il avait vendu la maison, ne pouvait supporter de vivre là où Mélanie l'avait empoisonné. Cet espace était propre, non contaminé par la trahison. Son livre était sur le bureau, enfin complet. L'héritage Castellano, 3 décennies de guerre cachée à Paris, devait être publié dans 3 mois. Mais cette version n'incluait pas son histoire personnelle. Il gardait ça pour un livre différent. Un sur la trahison et la survie. Mathieu venait chaque semaine. Léa appelait tous les quelques jours. Ils s'étaient rapprochés à travers ce cauchemar. « Tu l'as fait, papa ?» dit Mathieu un après-midi, regardant les bateaux traverser la Seine. « Tu les as tous fait tomber. »« Nous l'avons fait, » corrigea Hugo. « Si tu n'avais pas fait confiance à tes instincts,
Si tu n'avais pas installé ces caméras, je serais mort et ils seraient tous libres. Mais c'est toi qui en as fait un piège. Qui les a fait avouer ? Hugo considéra cela. Le plan avait été risqué, dépendant de la lecture correcte de ses ennemis. S'il s'était trompé à n'importe quelle étape, ça aurait pu se terminer très différemment. Mais ça ne s'était pas terminé ainsi. Il avait gagné parce qu'il avait été plus intelligent, plus patient, plus impitoyable quand c'était important. « Comment ça fait ?» demanda Léa lors de leur appel vidéo hebdomadaire. « Savoir que tu es en sécurité maintenant, qu'ils sont tous en prison. Honnêtement, je traite toujours ça. Je me réveille parfois et tends la main vers mon téléphone pour vérifier les caméras. Je fais mon propre café maintenant, verse mes propres verres et je me retrouve toujours à vérifier. » Il fit une pause. La confiance est difficile à reconstruire. « Tu y arriveras, papa. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » L'agent Leclerc appela en juillet avec la mise à jour finale. Vittorio Castellano a été inculpé sur de nouvelles charges basées sur les preuves que vous avez fournies. Combiné avec ce qu'on avait déjà, il va passer le reste de sa vie en prison. La famille est essentiellement détruite. Bien. Vous savez, Beaumont, la DGSI pourrait utiliser quelqu'un avec vos compétences. Travail de consultant. Nous aider sur les enquêtes sur le crime organisé. Intéressé ? Hugo considéra cela. Une partie de lui ne voulait rien de plus que de disparaître dans une retraite tranquille. Mais une autre partie, celle qui l'avait poussé à travers 3 décennies de journalisme dangereux, n'était pas prête à arrêter de se battre. « Laissez-moi y réfléchir, dit-il. » Une semaine plus tard, Hugo se tenait au pupitre de l'École supérieure de journalisme de Paris, s'adressant à une classe d'étudiants avides. Il leur parla de l'importance de la documentation, de la construction de preuves inébranlables, de la poursuite de la vérité même quand c'était dangereux. Il ne leur parla pas de Mélanie. Cette histoire n'était pas encore la leur. Mais un jour, quand le livre serait publié, il leur dirait comment l'enquête la plus importante de sa vie avait été celle qui l'avait sauvée. Après la conférence, une jeune femme l'approcha. « Monsieur Beaumont, j'ai lu tout votre travail. Vous êtes la raison pour laquelle je veux être journaliste d'investigation. » « Alors apprenez à faire confiance à vos instincts, » dit Hugo. « Questionnez tout, documentez tout. Et ne présumez jamais que vous êtes en sécurité juste parce que vous êtes confortable. » Elle hocha la tête avec ardeur, ne comprenant pas le poids derrière ces mots. Cette nuit-là, seul dans son appartement, il se versa un whisky. Macallan, 18. La même marque que Mélanie avait empoisonnée. Il avait pensé à changer de marque, mais ce serait la laisser gagner d'une petite manière. Alors, il se versa, le vérifia soigneusement par habitude et leva le verre à la fenêtre. « À la survie !» dit-il doucement. Dehors, Paris scintillait dans l'obscurité, pleine d'histoires attendant d'être découvertes, de vérités attendant d'être exposées, de justice attendant d'être servie. Hugo Beaumont avait passé 30 ans à chasser ces histoires. Il avait failli mourir pour elles, mais il était toujours là, toujours en train de se battre, toujours en train de gagner. Et c'était une victoire suffisante. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.